Après 7 ans, les aventures chaotiques des Boys ont enfin pris fin. Et le final ne manquera pas de faire parler de lui. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Et si, tous les deux, nous envisageons d'avoir un destin différent, quelque chose d'un peu plus dévastateur, sanguinolent, spectaculaire, et qu'à la fin, il n'y aurait qu'un de nous deux qui survivrait. C'est bien ce que tu souhaites, dit le protecteur à Butcher dans l'épisode 1 de la saison 3. 2 saisons plus tard, ces mêmes personnages s'affrontent à nouveau dans l'épisode 8 de la saison 5, le dernier épisode de la série. Est-ce un affrontement sans merci? Pas au sens large et radical du terme, certainement pas ce à quoi on s'attendait pour un final. Toutefois, on retrouve cette même brutalité à un niveau plus intime. Au final, il s'agit bien de la vengeance d'un homme contre un autre. Cet épisode est un final imparfait. Certes, pas aussi déroutant que Game of Thrones, mais son rythme inégal lui porte préjudice. Le fait que la saison n'ait pas donné l'impression d'être la dernière n'arrange rien. La promotion et même les interviews des acteurs ont tellement insisté sur le caractère grandiose de cette saison. Force est de constater qu'elle n'a pas été à la hauteur de ses attentes démesurées. Cet épisode méritait au moins 2 heures pour exploiter pleinement le suspense insoutenable de la semaine précédente, avec la mort du français. Eric Kripke et son équipe étaient visiblement à la bourre, tentant de boucler l'intrigue sans relâche, et rien n'a vraiment le temps de se développer. Le final de la série est expédié. L'ouverture de l'épisode 8 est au moins réussie, notamment avec les funérailles du français. C'est un adieu poignant et approprié, et un rappel que Karen Fukuhara livre ses meilleures performances dans la série lorsqu'elle est totalement silencieuse. La douleur de Kimiko est palpable ici, et c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre aux Français. Puis, nous assistons aux adieux de Sister Sage. Son dernier acte consiste à provoquer la colère de Kimiko pour qu'elle déclenche son nouveau pouvoir. Kimiko prouve ainsi que la mort du français n'a pas été vaine, et Sage peut enfin savourer le bonheur de vivre le reste de sa vie aussi stupide que le reste de l'humanité. Elle disparaît sans cérémonie dans la nuit vers Orlando. C'est une fin abrupte pour un personnage qui a orchestré l'ascension fulgurante du protecteur. Certes, le super pouvoir de Sage était d'être la femme la plus intelligente de la Terre, et ce n'est plus le cas. Mais il est étrange de voir Sage, dont le grand plan consistait à libérer le virus tueur de super dans le monde, ce qui aurait déclenché un événement apocalyptique, simplement disparaître. Susan Hayward méritait mieux. En parlant de personnages qui méritaient mieux, même si c'était agréable de revoir Marie, Jordan et Emma, les apparitions de la Gen V sont très décevantes. Il est très décevant que la saison 2 de Gen V ait établi une alliance si cruciale entre les deux groupes et que la saison 5 des Boys n'ait rien fait avec cette base. La seule chose qu'a fait Marie dans cette saison, c'est de remettre sur les rails une Annie en perte de foi. Dans l'épisode 7, la crème rencontre Marie et remarque qu'elle est aussi puissante que le protecteur. Pourquoi l'inclure si elle ne doit pas l'affronter d'une manière ou d'une autre? Annie mentionne que Marie ne maîtrise pas ses pouvoirs, mais elle a passé la saison 2 de Gen V à apprendre à les contrôler. Elle a ramené sa sœur à la vie, elle a même fait exploser la tête de Thomas Godelkin à la manière de Victoria Neumann. Le contrôle n'est donc pas le problème. Pourquoi les scénaristes n'ont-ils pas voulu enfin opposer les deux supers les plus puissants du monde? Ces adieux à Marie et à la bande sonnent d'autant plus creux que Gen V n'aura pas de 3e saison. Ces personnages méritaient mieux. Ceci dit, Butcher était de toute façon destiné à porter le coup fatal au protecteur, qui est mis en place par le retour du fameux pied de biche. L'épisode bascule ensuite vers l'affrontement final à la Maison Blanche. Le drame ne manque pas dans ses couloirs. Ashley et Ophaser sont aux prises avec leur inquiétude grandissante face au protecteur, tandis que ce dernier, grisé par son statut de dieu, prend la grosse tête. On voit même qu'il a dépassé le stade de la complaisance envers les milliardaires lorsqu'il assassine une caricature à peine voilée d'Elon Musk. J'aurais aimé que cette saison explore davantage le fossé entre lui et les oligarques qui pensent le manipuler, compte tenu d'éléments similaires dans la saison 4. Mais hélas, c'est déjà la fin. Cet épisode conclut de façon satisfaisante l'arc narratif de Ashley. Elle trouve enfin le courage de s'opposer au protecteur. Certes, elle s'enfuit avant l'affrontement final, mais que pouvait-on attendre d'autre de sa part? La suite des événements est également amusante, la récompense d'Ashley pour avoir enfin tenu tête au mal est d'être brutalement destitué. Il est regrettable que Ophaser n'ait jamais la même chance. Il est clairement tiraillé entre l'idéal qui se fait du protecteur et la réalité. Finalement, il est tué de façon particulièrement atroce, en défendant son nouveau dieu doré. Tous les supers n'ont pas le droit à la rédemption. Il serait impardonnable de ne pas évoquer le sort de l'homme-poisson dans le dernier épisode. Il est tout à fait approprié que Annie serve le personnage sur un plateau à ses anciens amis poissons, même si elle ne semblait pas au courant de son problème avec
toutes les créatures marines, ce qui met en avant une question. Pourquoi emmener le roi des mers se battre près de l'eau? L'épisode expédie sa mort à une vitesse fulgurante, mais c'est précisément le genre de moment où ce rythme effréné est parfaitement justifié. C'est un troll en quête d'attention qui alimente la manosphère, une fin pathétique et parfaitement appropriée à ce lâche flagorner. Quant à la bataille dans le bureau ovale, elle est réussie. C'est sans conteste l'une des meilleures scènes de combat de la saison. La brève scène où Kimiko a une vision du français est particulièrement poignante, grâce à l'interprétation d'une grande justesse de Karen Fukuhara. Elle retranscrit avec finesse la douleur viscérale de Kimiko, et le fait qu'elle soit si accablée par la tristesse qu'elle ne peut que signer est une belle trouvaille. Cela symbolise parfaitement le parcours de Kimiko, qui passe de la rage comme force à la prise de conscience qu'elle n'a pas besoin d'utiliser sa colère comme une arme pour survivre. Elle est censée éprouver toute la gamme des émotions humaines. Une fois que Kimiko a anéanti les pouvoirs du protecteur, il ne reste plus qu'un lâche qui ne peut plus se cacher derrière ses capacités de super. Après tant d'années à le voir jouer les tyrans infaillibles et les psychopathes, c'est un immense plaisir de le voir réduit à l'état de lâche pleurnichard implorant grâce devant ceux-là même qu'il espérait asservir. C'est intéressant de le voir ainsi, surtout après son discours enflammé contre l'homme-poisson, qu'il a qualifié de lâche, l'hôpital qui se fout de la charité. Anthony Starr s'est imposé comme l'atout majeur de la série. Dans sa dernière apparition, il exploite pleinement l'opportunité d'interpréter le personnage dans ses deux extrêmes, le roi triomphant et vindicatif et le tyran terrifié et vaincu. Une partie de moi souhaiterait qu'il soit condamné à vivre avec sa honte éternelle de perdant impuissant. Son interprétation des supplications pitoyables avant que Butcher ne lui enfonce le pied de biche dans le cerveau est tout simplement magistrale. Elle nous révèle la véritable nature de cet homme, bien mieux que 5 saisons n'auraient pu le faire. Ce moment est une juste punition. Il est un petit garçon terrifié, implorant Butcher de ne pas le tuer en direct à la télévision. S'il y a bien une personne qui mérite de ressentir l'humiliation et la terreur absolue avant de recevoir ce qu'elle mérite, c'est bien le protecteur. Et c'est là que l'épisode semble atteindre son apogée. Si l'histoire s'était réellement arrêtée là, la série aurait tout de même un épisode final correct. Mais il manquerait quelque chose. Les morts et les trahisons jusqu'à ce point sont, encore une fois, satisfaisantes. Mais tout se conclut de façon trop simpliste et superficielle. C'est un peu trop parfait. Plus important encore, l'idée que Butcher puisse vivre heureux pour toujours et disparaître au coucher du soleil ne semble pas tout à fait juste. C'est pourquoi il est si plaisant de voir que la série réserve une dernière surprise pour la toute fin. Ryan choisit de se défendre et dénonce la nature odieuse de Butcher. Après avoir été repoussé par Ryan, Butcher découvre Terreur sans vie dans sa chambre. Et à ce stade, Butcher a tout perdu. Son frère, sa mère, sa femme, le fils de sa femme et maintenant son animal de compagnie adoré. Il est évident qu'il s'empare du virus tueur de Super en sachant pertinemment qu'il ne survivra pas aux prochaines 24 heures. La mort du protecteur restera satisfaisante. Tout cela est lié au problème de rythme de la série. Ce rythme effréné empêche les moments clés de l'histoire de vraiment s'imposer. Il est difficile pour les spectateurs de s'asseoir et de diriger ce qui se passe. Toutefois, la scène de la mort de Butcher est plus poignante et les scénaristes lui accordent plus d'importance que les séquences du bureau ovale. L'affrontement final entre Butcher et Yui figure sans conteste parmi les scènes les plus marquantes de la saison 5. Il illustre à merveille le fossé fondamental qui sépare les deux personnages, et Quaid et Urban y déploient avec brio une alchimie acquise au fil des années. Même si l'idée que Yui poursuive Butcher seul peut paraître incohérente, thématiquement, il est tout à fait logique que tout se résume à un ultime combat entre eux. Cette bataille nous rappelle que la série est, au fond, une tragédie, même après la chute du symbole du mal incarné par Vought. Cette fin est d'autant plus poignante grâce aux performances de Jack Quaid et Karl Urban. Quaid, en particulier, est remarquable. Si la rivalité sans merci entre Butcher et le protecteur est au cœur du conflit principal de la série, Yui est l'âme des boys. C'est leur boussole morale. Butcher souligne d'ailleurs que Yui est toujours resté fidèle à lui-même, du début à la fin. Il n'a jamais perdu espoir. Ces dernières saisons, leurs affrontements ont souvent porté sur les choix impitoyables de Butcher. Mais dans le dernier épisode, Yui lui rappelle son humanité. Butcher n'est pas un monstre, ça fait juste mal d'être humain. La série nous incite à nous méfier des puissants et à lutter contre le fascisme, mais la remarque de Yui est tout aussi importante. Même quand tout semble perdu d'avance, il faut préserver son humanité. La scène entre Annie et Marie, plus tôt dans l'épisode, l'évoque également. Yui est notre guide dans cet univers. Sans lui, la série serait bien plus déprimante. Butcher comprend enfin que ses faiblesses ne le rendent pas semblable au protecteur. C'est un héros et nul besoin d'être parfait pour l'être. C'est déchirant de voir Yui abattre Butcher pour l'empêcher de propager le virus mortel pour les super.
On ressent toute l'histoire qui les unit depuis des saisons dans leur dernier instant ensemble. Le final est loin d'être parfait, mais les scénaristes ont réussi un coup de maître avec cette scène. Butcher reçoit des adieux poétiques car son amour pour Yui et son frère Lenny suffit à le retenir le temps que son vieil ami lui porte le coup fatal. La série se montre moins cynique envers Butcher que la BD, ce qui est sans aucun doute un choix judicieux. Après la mort du protecteur et de Butcher, les membres survivants de la bande prennent des chemins différents. La crème se remarie avec Monique et accueille Ryan dans la famille Milk. C'est touchant qu'il l'ait adopté. Kimiko s'envole pour la France, adopte un chien et se détend à la terrasse d'un petit café marseillais en hommage aux Français. Yui ouvre Campbell Audiovisuel et se retrouve en quelque sorte à son point de départ, vendeur dans un magasin d'électronique. C'est plutôt beau, non? Annie est enceinte. Cerise sur le gâteau, Annie continue d'utiliser ses pouvoirs pour aider ceux qui en ont besoin. Une fin émouvante pour la série, avec une petite musique de Billy Joel en prime, clin d'œil à l'épisode précédent. Dans l'ensemble, la série conclut la plupart des intrigues principales, et j'insiste sur le « dans l'ensemble ». Peut-être pas aussi proprement qu'on l'aurait souhaité, mais la perfection n'est pas vraiment le point fort de la série. Le final regorge de blagues scatologiques à mon goût, et elles sont placées au moment les plus inopportuns. Elles perdent leur efficacité lorsqu'elles ne sont pas utilisées avec parcimonie, et sont d'autant plus dérangeantes qu'elles surgissent au beau milieu d'une scène sérieuse. Toutefois, je suppose que tout cela en revient au fait que la perfection n'est pas dans l'esprit de la série. La porte est maintenant entrouverte pour The Boys Mexico, le spin-off en développement chez Prime Video. L'histoire se déroulera après la série principale. Avec la réouverture du bureau des affaires des super par le président Singer, le retour de Stadengar à la tête de Vought, le petit soldat toujours en vie et les super déchaînés suite à l'exécution publique du protecteur, le décor est planté pour l'avenir de la franchise. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer la suite de l'histoire après la victoire de nos héros sur le grand méchant. Le niveau est déjà au maximum. Quoi qu'il en soit, la série marque durablement l'histoire des super-héros. La série aborde des thèmes sans détour et son message est clair. On pourrait avoir du mal à la considérer comme une simple évasion dans sa 5e et dernière saison, mais elle a encore beaucoup à offrir. Malgré un rythme parfois effréné et quelques personnages un peu négligés, le final est à la hauteur des attentes. Les plus faibles triomphent enfin. Après avoir constaté la disparition du virus, Yui comprit rapidement le plan de Butcher, mais décida d'affronter seul son allié de longue date. Il aurait facilement pu emmener tout le groupe avec lui, augmentant ainsi ses chances d'arrêter Butcher, mais Yui choisit de relever ce défi seul pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Yui croyait sincèrement pouvoir raisonner Butcher. Dès son arrivée, il affirma que si Butcher avait voulu libérer le virus, il l'aurait déjà fait. Même s'il ne s'agissait que d'une tactique de négociation, il était clair qu'une part de lui voyait encore le bon côté du leader des Boys, ce qui expliquait pourquoi il pensait pouvoir le raisonner. Plutôt que de laisser le reste de l'équipe le voir sous son pire jour, Yui souhaitait avoir une discussion apaisée qui leur permettrait d'oublier toute cette histoire et de faire comme si de rien n'était. Malheureusement, l'histoire de Butcher dans la saison 5 n'avait qu'une seule issue, et c'est pourquoi Yui fut contraint de le tuer. Ce n'était pourtant jamais son intention, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il voyageait seul. Butcher, ayant perdu ses pouvoirs, emmener Annie et Kimiko l'aurait mis bien plus en danger. S'il avait tenté de les affronter, elle n'aurait pu le retenir que peu de temps avant de le tuer, ce qui signifie que la décision de Yui visait en réalité à éviter la violence. Plus que tout, Yui a été le confident de Butcher tout au long de la série, et l'un des rares personnages à avoir réussi à le raisonner. Par conséquent, venir seul et avoir une conversation personnelle avec lui semblait vraiment pouvoir empêcher Butcher de commettre l'irréparable, ce qui, malheureusement, ne fut pas le cas. Lorsque Yui arrive pour affronter Butcher, ce dernier a déjà tué plusieurs gardes et disséminé le virus super dans la tour Vought, prétendant attendre l'arrivée des super pour causer un maximum de dégâts. Toutefois, son véritable objectif était probablement que Yui le tue depuis le début. D'après les informations disponibles, le virus tuerait tous les super en quelques jours seulement. Si Butcher avait vraiment voulu propager le virus, il l'aurait libéré immédiatement. Au lieu de cela, il a attendu et n'a même pas eu besoin de se retourner pour savoir que c'était Yui qui le poursuivait, ce qui laisse penser que c'était son plan depuis le début. Sans Ryan, Becca et Terreur, Butcher n'avait plus aucune raison de vivre. Par conséquent, libérer le virus super n'aurait fait que susciter la rancœur de Yui, la crème et Ryan à son égard, le privant ainsi de tout but et confirmant que son histoire était arrivée à son terme. Même s'il n'avait pas tout planifié, son affrontement avec le protecteur à la Maison Blanche a marqué la fin de son parcours et il semblait prêt à partir. Après que Yui lui ait tiré dessus, il n'était pas en colère, mais plutôt élogieux envers Yui pour sa fidélité à lui-même. Cette confrontation indique que, bien que Butcher fût prêt à propager le virus dans l'air, il espérait secrètement que Yui l'arrêterait et le tuerait, ce qui s'est précisément produit. Yui a sans doute vécu plus de traumatismes que n'importe quel autre personnage, et pourtant, sa fin boucle la boucle. Malgré la mort, l'angoisse et les tourments qu'il a endurés, Yui est resté fidèle à lui-même tout au long de la série.
De ce fait, il semble logique que la série se termine là où elle avait commencé, devant une boutique d'électronique, sur le trottoir. Dans la saison 1, Yui se trouvait dans une situation similaire tenant les mains de Robin avant que A-Train ne la tue. Ce traumatisme a été le point de départ de son parcours, poussant sa détermination à l'extrême. Dans la dernière scène de la saison 5, Yui est un homme nouveau à bien des égards, mais il a conservé cet espoir et cet optimisme qui le rendent si attachant. À présent, il se tient devant sa boutique, regardant sa partenaire s'envoler pour aider les plus démunis, plutôt que d'assister à sa mort, tué par un super corrompu qui agit en toute impunité. Il semble tout à fait approprié que Yui et Annie aient nommé leur enfant Robin, étant donné que cette scène finale était un clin d'œil évident à la première apparition de Yui dans la série, et il méritait une fin aussi réconfortante et harmonieuse après tout ce qu'il a enduré. Le discours de Stan Edgar au début de la saison 5 indiquait clairement que le capitalisme triomphe toujours dans cet univers fictif et que les supers en sont le produit ultime. De ce fait, le retour de Stan chez Vought était inévitable une fois la situation apaisée. Il n'est donc pas surprenant de le revoir à son point de départ après la disparition du protecteur. Bien que les protagonistes collaborent fréquemment avec Stan, il reste un antagoniste, même s'il est loin d'être le pire de la série. Malheureusement, tout porte à croire qu'il perpétua le cycle dont il est déjà responsable, ce qui signifie que Vought créera encore plus de super immoraux, et que l'apparition d'un nouveau protecteur n'est qu'une question de temps. Butcher nourrissait lui aussi cette crainte, qu'il confia à Yui, lequel ne la réfuta jamais vraiment. De plus, le petit soldat est toujours cryogénisé, mais il en a déjà été sorti 2 fois, ce qui signifie que sa libération et les nouveaux ravages ne sont peut-être qu'une question de temps. Même si le prochain super surpuissant de Vought n'est pas aussi redoutable que le protecteur, on a l'impression que le combat des boys ne prendra jamais fin tant que cette entreprise cupide sera là. Stan Edgar pourra peut-être tirer des leçons de ses erreurs, et l'attention portée par le président au super y contribuera. Mais dans ce monde, il semble qu'un autre super maléfique soit toujours prêt à entrer en scène. Finalement, quand on regarde le final de cette saison, la seule chose qu'on peut dire, c'est que tout peut être pire par la suite. Moi, ce que je vois, c'est que ça peut être pire. Il y a les supers qui peuvent se rebeller maintenant qu'ils savent que le protecteur n'est pas là pour les tuer. Ça peut être le bordel dans le monde, etc., etc. Là, c'est vraiment pire que le début de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.